Un NFT, c'est ce qu'on appelle en anglais a non-fungible token. C'est un jeton non fongible. Donc c'est typiquement quelque chose que tu ne peux pas copier. Je te donne un exemple. Tu prends un billet de $10 et un autre billet de $10. Supposons qu'ils aient le même numéro de série. Ce qui n'est pas possible, mais supposons qu'ils aient le même numéro de série. Ce sont les mêmes billets. Maintenant, si j'en prends un et que je le signe et que je fais un dessin dessus, c'est plus le même. Il n'est pas réplicable, celui-ci. Tout à fait. Il est non fongible. Okay. Donc c'est ça, un jeton non fongible. C'est quelque chose que tu ne peux pas copier. Ces jetons non fongibles vivent dans ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une chaîne qui valide transactions et authenticité par bloc. Et ces blocs sont validés par des ordinateurs connectés partout dans le monde. Donc, il n'y a pas une seule personne qui va valider l'authenticité de cette œuvre-là. C'est toutes les personnes connectées, tous les ordinateurs connectés qui valident l'authenticité de ces œuvres-là. Et cette blockchain, elle est non violable. Tu ne peux pas la corrompre parce qu'elle est connectée par tous les ordinateurs dans le monde qui sont connectés. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va venir et te hacker un bloc. C'est pas possible. C'est pas possible. Salut Nizar. Salut. Bienvenue dans mon podcast French Stuff. Merci beaucoup de me recevoir. Donc Nizar, tu es collectionneur, investisseur et créateur de NFT. Oui, effectivement. Ouais. Mais avant de commencer, j'aimerais que tu me parles un petit peu de toi. C'est toujours la première question que je pose à tous mes intervenants. Donc, qui tu es? Qu'est-ce que tu fais? Quelles études as-tu fait? Comment as-tu atterri dans les NFT? Ok, je vais essayer de faire la version courte. D'accord. Je m'appelle Nizar Benchikroun, je viens de Marrakech, au Maroc, où je suis né, j'ai grandi. J'ai fait le système scolaire francophone, d'où mon accent, j'imagine, francophonisé. J'ai fait mes études supérieures à Paris. Je fais un master en marketing et en gestion d'entreprise à l'Institut supérieur de gestion. J'ai vécu en Autriche, à Vienne, où j'ai fait mon stage de fin d'études aux Nations Unies. Ça fera sens par la suite, c'est pour ça que j'en parle. Je suis rentré au Maroc en 2008 et puis j'ai travaillé dans un peu tous les secteurs d'activité qui me permettaient de développer un savoir-faire que j'étais en train de faire grandir, qui était celui des réseaux sociaux. On parle de 2009. Donc on est très tôt dans l'avènement des réseaux sociaux. C'était le début. Oui, c'était le tout début. Ouais. Mon premier compte Facebook, c'est 2007. Moi aussi. Voilà. Donc mars 2009, je commence à comprendre qu'il se passe quelque chose. Ouais. Et je ne veux travailler que dans des industries qui comprennent cette technologie et qui vont me permettre d'apporter, on va dire, ce savoir-faire pour augmenter la pertinence et le chiffre d'affaires des entreprises pour lesquelles je vais travailler. Donc je travaille pendant 3 ans dans le secteur du leisure, donc du loisir, casino, boîte de nuit, hôtellerie. Tu faisais quoi exactement là-dedans? Je faisais relations publiques, communication et marketing pour un très gros groupe hôtelier marocain. Et mon travail, c'était d'utiliser... Enfin, ce n'était pas ma mission. Ma mission était plutôt de drainer du flux. Et j'ai utilisé les réseaux sociaux très, très rapidement pour drainer un flux assez extraordinaire qui était tout nouveau en fait pour l'entreprise. J'ai rapidement compris que ce savoir-faire-là pouvait faire bouger des industries. Donc tu as remarqué qu'il y avait vraiment un impact grâce aux réseaux sociaux. Un impact chiffré. Ouais. Donc quand tu augmentes de 20-30% de chiffre d'affaires d'une boîte avec un nouveau flux, tu comprends d'où ça vient. Et c'est surtout quelque chose qu'on pouvait mesurer. À l'époque, la presse, on ne savait pas comment mesurer l'impact de la presse. Tu payais une certaine somme d'argent pour être dans la presse papier ou à la radio, mais tu ne savais pas mesurer l'impact réel. Les réseaux sociaux nous ont permis de faire ça, du moins pour les marketeurs, ceux qui comprenaient ce qui était en train de se passer. J'ai rapidement bifurqué, j'ai voulu ouvrir ma propre boîte de communication et j'ai voulu vendre de l'intelligence. Donc j'ai voulu vendre de l'architecture autour des réseaux sociaux pour des entreprises, mais c'était déjà trop tôt, on était en 2011. Les gens voulaient
de l'image plus que de l'intelligence. Donc j'ai bifurqué, j'ai coulé ma première boîte. Donc je suis assez fier de dire que j'ai coulé plusieurs boîtes. C'est comme ça qu'on réussit généralement. Hein. Oui, je pense que c'est une mentalité. La mentalité francophone n'est pas vraiment comme ça. Donc avoir vécu avec des anglophones, travailler avec eux, te met dans un certain mindset où l'échec, c'est la possibilité d'un mieux et c'est pas la réalité du pire. Donc j'ai coulé ma première boîte en 2012 et puis je suis allé dans l'immobilier, donc real estate. Je suis arrivé avec ce savoir-faire-là et pareil, j'ai performé grâce aux réseaux sociaux, grâce à l'impact des réseaux sociaux. Au Maroc, oui. J'ai travaillé pour Beachcomber Hotels, qui est un groupe hôtelier mauricien. Ouais. Je suis resté avec eux 3 ans et je vendais high luxury real estate, des maisons à très forte valeur financière. Derrière, j'ai travaillé pour les Nations Unies, donc j'ai travaillé, d'où mon stage en 2007. J'ai travaillé pour l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel et j'ai créé, avec bien entendu toute une équipe, le premier cluster d'entreprises artisanales au Maroc. Et l'objectif, c'était de les aider à améliorer leur compétitivité. Et on a créé quelque chose à travers les réseaux sociaux. On a créé un concept qui s'appelle la Minute Créative. Je ne connais pas du tout. C'est un concept assez intéressant qu'on a déployé dans plusieurs pays de la région MENA. Ouais. Qui est un concept qui consiste à mettre en avant les entreprises artisanales à travers du storytelling. Donc on était parmi les premiers à faire ça en 2015, à mettre en avant la personne, l'identité, avant le produit. Donc on a utilisé des patterns qui se font un peu dans le cinéma, c'est-à-dire que le produit arrive en arrière. Typiquement, tu regardes une scène de film, il y a un Mac ou un Coca, une canette de Coca, voilà. Et l'objectif, c'est que tu le vois, mais on le fond dans la scène. Donc on a utilisé ce pattern-là pour faire des vidéos et ça a eu un super impact. Après, j'ai travaillé pour United States Agency for International Development, c'est la branche du développement américaine. On a fait des centres de carrière au Maroc pour aider les étudiants à améliorer leurs soft skills. Encore une fois, utiliser les réseaux sociaux, l'impact des réseaux sociaux et le digital. Et puis, la crise est arrivée. Un peu avant la crise, j'ai décidé encore une fois de lancer une autre entreprise. Donc, j'ai lancé une agence cette fois qui allait vendre de l'intelligence, qui s'appelle Arroz con Pollo, et qui avait pour objectif donc, de travailler avec des grosses marques et de les aider à performer. Cette fois, je pense que le marché était prêt à acheter de l'intelligence, ou tout du moins c'était la vraie demande. J'ai travaillé avec des marques comme Audi, Diesel. J'avais signé Airbnb juste avant la crise. Et c'était un super contrat, et puis la crise est tombée, et puis tout s'est arrêté. Le monde s'est arrêté, et il fallait se réinventer. Il fallait se poser la question de comment je peux créer une ressource financière de rien. Et donc, c'est là où je me suis lancé dans le digital réel, c'est-à-dire comment vendre depuis le Maroc, depuis ma maison, depuis mon appartement, à quelqu'un qui vit à Austin, au Texas, ou qui vit à Édimbourg ou à Jakarta. Donc, comment faire et comment trouver la bonne solution. J'ai rencontré une plateforme qui s'appelle Fiverr, qui est l'une des plus grosses plateformes au monde de freelance. J'ai rapidement créé un profil, mis mon CV, ils m'ont accepté comme pro rapidement, ce qui était quelque chose d'assez difficile à avoir. Ils prenaient 1% des postulants dans le monde, donc ils m'ont pris en pro rapidement. J'ai très vite performé comme top rated seller, donc à vendre des services. Et donc, quoi comme service? Des services en marketing digital. Okay. Et j'avais créé un service particulier qui s'appelait Brand Therapy. C'est quoi? C'était en fait un thérapeute de marque. Donc concrètement, j'étais parti du postulat que les gens voulaient se positionner sur certains réseaux pour les mauvaises raisons. Typiquement, des gens qui venaient, ou des marques qui disaient « je veux aller sur Instagram ». Mais la réalité de leur ambition d'aller sur Instagram, ce n'était pas pour performer pour leur marque, mais c'était tout simplement parce qu'ils avaient la pression de leur famille, de leurs amis, de leurs enfants, qui leur disaient « oui, tout marche pour toi, mais ton Instagram n'est pas bon, tu n'as pas assez de followers, tu n'as pas assez de likes ». Donc il fallait faire une revisite du pourquoi. Et j'avais créé cette branche-là qui a été, ma foi, très prolifique pour moi.
pendant un temps. Et dans cette période-là, j'ai rencontré les NFT, en fait. C'est comme ça que tu as rencontré les NFT. En fait, j'ai fait quelques petits investissements en crypto en 2017, quand le Bitcoin était très très bas. Et je ne suis pas allé sur le Bitcoin, je suis allé sur une autre crypto qui n'a pas aussi bien performé que le Bitcoin. Mais j'avais déjà une connaissance de la technologie. Donc je comprenais ce que c'était, je comprenais ce que ça pouvait apporter. C'était un avant-gardiste, quoi. Je suis curieux, je dirais curieux. Avant-gardiste, c'est peut-être pas à moi de le dire, mais la réalité, c'est... à moi de le dire. Peut-être. Moi, je le dis. Merci beaucoup. Je le prends comme un compliment. Mais avec plaisir. Je me vois comme quelqu'un d'extrêmement curieux. Et voilà, la crypto en 2017, il fallait être curieux parce que personne ne savait ce que c'était. Le Bitcoin, à l'époque, était à 1800 $, je crois, ou quelque chose comme ça. Avant un all-time high, donc un palier à 65 000 $, je crois, pendant le Covid. Wow. Donc, mais bon, je ne faisais pas partie des gens qui avaient fait cette performance-là, mais j'étais sur d'autres assets qui ont plus ou moins performé et qui m'ont donné une assise financière qui m'ont permis de pouvoir me positionner sur les NFT, parce que comme tu le sais peut-être ou pas, les NFT s'achètent en crypto-monnaie. Ça, je sais maintenant. Je voulais seulement être sûre que ça s'achète qu'en crypto-monnaie, en fait, tu vois. Tu peux acheter en ce qu'on appelle en fiat. Fiat, c'est dollars, euros, toute la monnaie qu'on connaît. Tu peux. Certaines plateformes le permettent, pas toutes. Je pense qu'à terme, il y en aura beaucoup qui le permettront. Mais aujourd'hui, la plupart du temps, ça se fait en crypto-monnaie parce que tu as deux phases de spéculation autour du NFT. Tu as celle de l'offre et de la demande, donc de l'envie. Est-ce que je veux acheter ce NFT ou pas ? Est-ce que nous sommes plusieurs à vouloir acheter ce NFT ou pas ? Donc offre-demande. Et l'autre layer, l'autre ligne de spéculation, c'est celle de la fluctuation de cette fameuse crypto-monnaie qui fluctue de manière beaucoup plus importante que la monnaie normale. Donc si tu veux, il y a une notion de jeu et de risque qui plaît. Voilà. C'est quand même assez risqué aussi. C'est plus risqué. Enfin, tu as plus quoi ? Le plaisir, le risque ? Qu'est-ce qui t'intéresse le plus justement là-dedans ? Le challenge, ça va être quoi ? J'essaye de bien absorber la question que tu me poses pour te donner la réponse la plus vraie. Okay. Il y a une notion de risque. C'est une certitude absolue. Plus il y a de risque, plus il y a de potentiel gain, comme dans tout. Mais la réalité, c'est que si tu te renseignes, si tu travailles, si tu te nourris constamment de l'information, la notion de risque, elle se dilue. Tout à fait. Concrètement, aujourd'hui, si tu vas parler à la plèbe, aux personnes, à tout le monde, tu parles de positionnement sur des assets boursiers ou investir dans le forex, donc la fluctuation entre deux monnaies. La notion de risque, elle n'a pas de caisse de résonance aussi grande que pour la crypto-monnaie. Donc on ne va pas dire c'est super risqué d'investir dans la bourse. On ne le dit plus. Mais en réalité, il n'y a que 4-5% des gens qui finissent par faire des bénéfices dans la bourse. C'est juste le narratif qui change. Aujourd'hui, le narratif, c'est la crypto-monnaie, c'est extrêmement risqué. Oui, c'est risqué. Mais en réalité, c'est que si tu avais acheté du Bitcoin en 2017 à 1 000 $, tu aurais fait x60 en 4 ans. Donc, oui, il y a une notion de risque, mais celui qui s'est renseigné, qui comprenait ce que c'était le Bitcoin, qui comprend ce que c'est que la blockchain, il serait allé avec oui, c'est risqué, mais j'investis dans une technologie. J'investis dans quelque chose qui a de la valeur. Je n'investis pas juste dans quelque chose que je pense qui va monter ou descendre en fonction de l'offre et de la demande. Donc c'est même le rapport que nous, on a aujourd'hui avec les NFT, c'est qu'on investit dans des choses qui ont de la valeur et qui sont réellement adossées à la technologie. C'est une technologie. Ce n'est pas juste une image. C'est pas juste une image. On va en revenir. Non. Alors, tu vas justement répondre à cette petite question. Pourquoi est-ce que les gens payent plus de 91 millions de dollars pour de l'art virtuel, justement, de merge,
l'œuvre NFT qui bat tous les records, n'est-ce pas? C'est sur le site internet Nifty Gateway que cette œuvre d'art a été achetée pour la coquette somme de 91 800 000 $, 91 800 000 $. À la manière d'un puzzle dématérialisé, cette œuvre est fractionnée en 266 445 unités. C'est Pac. Hein? Le créateur de cette œuvre s'appelle Pac. C'est Pac, ok. C'est Pac numérique partagé en 28 983 acheteurs. Tu ne penses pas que c'est un petit peu exagéré, justement? Et est-ce que l'on peut dire que l'art... Est-ce qu'on peut dire que c'est de la pure spéculation ou pas? Quel est ton avis C'est sur le la montant, question? si on enlève le montant, ok? Ouais. C'est le montant ou alors c'est le nombre de personnes, justement? Je trouve que les deux, c'est juste énorme, en fait. Tu sais, il y a quelque chose d'assez Et extraordinaire. c'est qui ce Pac? C'est un artiste digital qui a une très grande renommée dans cette communauté. Et par exemple, il a sorti une œuvre digitale dont tu n'as peut-être pas encore entendu parler pour libérer Julian Assange. Et cette œuvre digitale, c'est un NFT. Et cet NFT n'est révélé que lorsque Julian Assange est libéré. Donc il y a un côté extrêmement intelligent dans la manière de construire et d'utiliser cette œuvre digitale. Je vois. Et revenons plus ou moins à cette œuvre-là de 91 millions de... C'est pas une seule œuvre, hein, c'est toute une collection d'œuvres. Hein. Il y a 260 000, comme tu disais, à peu près de 266 000 propriétaires. Donc c'est plusieurs petites œuvres d'une collection qui valent 91 millions de dollars. Très bien. Si tu voulais vraiment parler d'une œuvre extrêmement chère pour une seule œuvre, on devrait parler de l'œuvre de Beeple, qui a été vendue qui a été vendue par Christie's en 2021, en janvier 2021, Oui. pour 66 millions de dollars. C'est ça. Là, on pourrait se poser la question. On pourrait se poser la question de pourquoi une œuvre d'un artiste se vend à 66 millions de dollars chez Christie's. C'est une œuvre digitale, tout le monde peut la copier. C'est ce qu'on entend ici et là. Mais en réalité, des copies de la Joconde, il y en a partout et tout le temps. Ouais, mais on sait qu'il y a l'authentique, quoi. On sait. Répète ce que tu viens de dire, excuse-moi. Tu disais? On sait où est l'authentique, elle est dans le musée. Parfait. C'est exactement là où je voulais en venir. La blockchain permet de valider ad vitam aeternam l'authenticité d'une œuvre. Mais virtuelle. On l'aura jamais. Qu'entends-tu par on l'aura jamais? Moi, je considère que je l'ai quand je la possède sur mon ordinateur, sur mon téléphone, sur ma montre, que la blockchain valide que c'est mon œuvre, qu'elle est unique et que c'est indéniable et que c'est non fongible, en fait. C'est pour ça qu'on appelle ça un jeton non fongible. C'est non-fungible token. C'est qu'elle peut pas être, elle peut être copiée, mais pas répliquée. C'est mon œuvre à moi. Elle m'appartient et c'est prouvé par la blockchain qui est un grand livre comptable où toutes les lignes peuvent être lues de manière extrêmement transparente. Je vois ce que tu veux dire. Mais donc ça veut dire que c'est une œuvre d'art qui sera utilisée que pour le digital. Ou pas? Ou pas? On peut imprimer aussi. Pourquoi ne pourrais-tu pas le faire? Mais est-ce que ça aura la même valeur? Ça pourrait avoir une plus grande valeur. Pourquoi ça aurait une plus grande valeur, justement? Vu que déjà, c'est un art déjà qui est digital, etc. Alors, allons un peu plus loin. Okay. Dis-moi. Allons ou restons là. Si j'ai 3 tomates dans ma main, ok? C'est très simple, ouais. 3 tomates. En face de moi, j'ai 500 personnes. Non, en face de moi, j'ai 10 tomates. Faisons-le différemment. J'ai 10 tomates. Et j'ai 2 personnes en face de moi qui sont susceptibles de vouloir des tomates, mais je ne suis pas sûr. Okay? Le prix de mes tomates va valoir X. Offre, demande, Basic 101. Maintenant, j'ai toujours 10 tomates, mais j'ai 100 000 personnes en face de moi, dont 80 000 qui veulent des tomates. Le prix de ma tomate, il ne sera pas logique, il sera basé sur la demande. Donc, toute la notion de logique de prix se perd parce qu'en face de moi, j'ai 50 000 personnes qui le veulent. Donc, il va y avoir une demande accrue pour une offre basse. Ça, c'est Basic 101. Pour les NFT, c'est pareil.
toutes les collections d'NFT aujourd'hui, que ce soit des œuvres d'art ou des collectibles, et on y viendra plus tard, je te donnerai la différence entre une œuvre d'art et un collectible, sont basées sur la rareté, donc sur la difficulté de pouvoir l'avoir, cette œuvre unique. Maintenant, tu prends une œuvre comme celle de Beeple. Okay, c'est une accumulation de 10 ans de travail et de photos, si je ne dis pas de bêtises, qui sont posées les unes à côté des autres, qu'il a pris tous les jours. Et il en a fait une œuvre digitale. Cette œuvre digitale vendue chez Christie's à 66 millions de dollars, tu peux l'imprimer. Oui, tu peux l'imprimer. Ok. J'ai rencontré ici, à Dubaï, où tu me reçois, il y a 72 heures, une entreprise autrichienne qui crée de la vérification d'œuvres physiques via une puce NFC. Donc, tu as ton œuvre physique, ok ? Tu scannes ton œuvre physique avec ton téléphone. Il y a une puce, tu as un lien. Le lien, tu cliques sur ce lien. On vérifie l'authenticité. Tu scannes, ton téléphone va scanner et va te renvoyer tout de suite vers l'œuvre, vers l'œuvre authentique, et tu pourras savoir qui est le propriétaire de cette œuvre authentique. Je vois. Donc, si tu l'imprimes, supposons qu'un musée décide d'imprimer l'œuvre de Beeple et décide de mettre cette puce, tu crées le bridge, tu crées le pont entre le digital et le réel. Et à ce moment-là, tu peux créer en fait une autre poche d'offres et de demandes sur cette œuvre physique. Okay. Ça, c'est un premier palier. Mais qu'est-ce qui se passe si on ne met pas la puce ? Si par exemple, toi, tu as une œuvre, et ben moi je te la copie, je l'imprime et je la mets, je ne mets pas de puce, je ne mets rien, je dis que c'est mon œuvre. Tu crois que tout le monde va venir avec son téléphone scanner pour vérifier l'authenticité de l'œuvre ? Voilà ce qui est extraordinaire. Voilà ce qui est extraordinaire. Quand tu as une œuvre digitale, ce que tu veux, c'est qu'elle soit copiée. Ce que tu veux, c'est que tout le monde la copie. C'est vrai. Ben, je te donne un exemple. Dis-moi. Okay, je suis un des... quand je dis je fais partie d'une entreprise, okay, dont je suis le cofondateur, qui investit dans les NFT. Okay, et qui va créer des entreprises qui donnent de la valeur aux NFT, mais pas que sous forme d'art, okay, sous forme de technologie. Je suis l'un des, quand je dis je encore une fois, c'est en tant qu'entreprise, l'un des plus gros collectionneurs d'une œuvre d'art numérique, ou plutôt d'un collectible qui s'appelle Bored Ape Yacht Club. Okay. Bored Ape Yacht Club, je porte un t-shirt Bored Ape Yacht Club, donc je me suis permis de venir. En fait. Voilà, il y a 10 000 Bored Ape, donc ce sont, pour la faire en français, pour expliquer, Bored Ape Yacht Club, c'est le yacht club des singes qui s'ennuient. Okay, c'est comme ça qu'on pourrait le traduire. Et donc, ce sont des singes qui s'ennuient. Donc, ils sont bored. Ils sont comme ça. Il y en a 10 000. Chaque singe est unique, validé dans la blockchain, vendu en avril 2021 à 0,08 Ether, donc $215. Okay. Et qui vaut aujourd'hui, à l'heure où je te parle, 110 Ethers. 110 Ethers, ça fait à peu près, avec le cours de l'Ether d'aujourd'hui, ça fait à peu près $350 000. Okay, la figurine. La figurine. Typiquement, le singe, quoi. Si en avril, tu avais mis $250 et que tu avais voulu investir dans ce projet-là, tu faisais $350 000 par NFT. Un ange passe. Ok. Là, tu ne vois que l'argent, ce qui est normal. Ce qui est normal. C'est normal. Tout le monde, ça fait l'effet à tout le monde. Ça fait l'effet à tout le monde. Ah, je suis normal. On se dit juste, c'est une image, elle vaut ça. On est dans un monde de fous. Ok. Tout à fait. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière l'image? Ok. Derrière l'image, il y a première des choses, des gens qui travaillent, une équipe. Donc il y a des fondateurs, des marketeurs, des designers, des ingénieurs,
derrière cette collection-là. Parce qu'il faut tout ça. Il faut des gens qui rêvent, donc les fondateurs. Il faut des gens qui parlent de ce projet-là sur les réseaux sociaux, dans la presse, pour qu'on ait envie d'aller acheter cette œuvre-là, donc des marketeurs. Il faut des ingénieurs pour backer à travers cette technologie. Donc concrètement, il y a une entreprise derrière cette collection-là. Donc quand tu achètes un NFT de cette entreprise, tu deviens un shareholder. Tu deviens un actionnaire, en fait, de l'entreprise. Donc, quand toi, tu vois une image, moi, je vois une action. Okay. Donc, moi, j'ai une action de cette entreprise-là. Enfin, j'en ai plusieurs, mais disons que j'ai une action de cette entreprise-là. La vraie question qui se pose derrière, c'est qu'est-ce que cette entreprise va mettre en place? Qu'est-ce qu'elle va faire? Est-ce que ça s'arrête à l'image? Est-ce qu'elle va mettre en place des choses? Donc, comme toute entreprise, la question que je me pose, c'est quel est le business plan? Donc, je suis en fait un investisseur. Donc, quel est ton business plan en tant qu'entreprise qui utilise une image comme action? Il y a donc un business plan, ce qu'on appelle dans le milieu NFT la roadmap. La roadmap. Roadmap. Donc, qu'est-ce que tu vas mettre en place? Donc, il y a toute une promesse d'action par l'entreprise Bored Ape Yacht Club qui est mise en place dans le temps. Et cette roadmap, elle est revue tous les 6 mois. Versus une entreprise classique dans le monde réel. Je te donne un business plan sur 10 ans, ce qui ne veut plus rien dire dans le monde dans lequel on vit. Parce que pandémie, parce que crise, parce que guerre, parce que donc ton plan sur 10 ans n'existe pas. Il n'a aucun sens. Okay? Donc là, c'est revu tous les 6 mois. Donc c'est dynamique. Et je sais dans quoi j'ai investi. Et voilà ce qui est extraordinaire. C'est que cette action-là, elle vit. Alors, laisse-moi t'expliquer ce que j'entends par « elle vit ». Si tu te balades aujourd'hui sur LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, tu vas en voir des images, tu vas en voir des NFT utilisés comme photo de profil. Tu vas voir des personnes comme toi et moi qui utilisent comme photo de profil un NFT. OK ? Ça devient donc des commerciaux pour cette entreprise. Pourquoi? Parce que quand tu vas voir sur ton fil d'actualité, sur lequel tu passes peut-être en moyenne, on va dire 4 heures par jour, okay? Quand tu vas voir que des singes, ou tu vas en voir à chaque fois, c'est quoi ce truc-là? Je ne comprends pas. Par curiosité, tu vas te demander. Ouais, d'office. Une fois que tu cliques, que tu te demandes, que tu te renseignes, parce que tu es curieuse, et que tu vois que cette collection de NFT est passée de $250 à $350 000 en 9 mois, tu te dis, il se passe quelque chose, j'ai pas vu quelque chose passer, c'est pas possible. Tu te renseignes. Et une fois que tu te renseignes, tu commences à comprendre ce que c'est qu'un NFT. Tu commences à comprendre ce qu'il y a derrière le NFT. Tu commences à comprendre la technologie. Tu commences à comprendre ce que c'est qu'en fait la technologie qui permet de valider l'authenticité et la possession de cet asset-là. Donc tu commences à imaginer dans quoi cette technologie peut être utilisée pour être disruptive dans une industrie. L'immobilier, le luxe, les fondations. Dans tout, quoi. Tout. On parle de tokenisation du tout. Les influenceurs. Comment un influenceur va tokeniser sa personne dans le futur? Comment un influenceur... Ça a déjà commencé un petit peu, hein. Il y en a quelques-uns. Ça fait quelques années ça fait quelques années que c'était dans l'inconscient collectif. Ça fait bientôt 1 an qu'on en parle. Ça fait... Moi, j'ai commencé à parler de ça dès que j'ai compris la technologie, donc en juin, j'ai commencé à parler de tokenisation d'influenceurs. C'est en train d'arriver, ça va arriver. On peut aller un peu plus loin, je peux te dire plus ou moins à quoi ça pourrait ressembler. Mais c'est assez extraordinaire. Ouais. Je peux te le dire si tu veux. Bien sûr, dis-le-moi. Ok. J'ai besoin que tu rêves avec moi. Okay? Vas-y. Tout part d'un rêve. Je suis déjà en train de rêver depuis que je vois ton t-shirt. C'est simple. Là. Je suis en train de s'exploser la crâne. Là. C'est bon, t'inquiète. Tout part d'un rêve. Okay. T'inquiète, là. Je suis déjà dans un autre monde. Tu vois, je suis assise ici, mais je suis ailleurs. Vas-y. Alors, je suis un influenceur. Ok. Je m'appelle X. Martha. Okay. Je vis en Colombie et j'ai
5 millions de personnes qui me suivent dans le monde. Okay, pour des raisons de visa, etc., j'ai du mal à me déplacer. C'est compliqué pour moi d'avoir le visa à chaque fois que je veux aller ici et là. En fait, c'est une personne qui est virtuelle, qui n'existe même pas. Ça, c'est le niveau au-dessus. Ouais. Allons sur une personne normale, hein, une influenceuse normale. Elle a des ambitions. Elle veut ouvrir 2 hôtels, 2 boutiques hôtels. Un à Londres, un à Paris. Elle a une idée très précise de ce qu'elle veut faire. Ça va lui coûter 6 millions d'euros. Elle a besoin de 6 millions d'euros. Elle va donc décider de créer une collection NFT de 10 000 NFT. Elle a 5 millions de followers. Hein. 10 000 NFT, c'est un pourcentage petit par rapport aux gens qui l'apprécient, qui l'aiment, qui la suivent, qui lui font confiance. Elle sort 10 000 NFT. Et elle dit, voilà ma roadmap. Je veux créer 2 hôtels qui donneront accès à tous les propriétaires de mon NFT à ces hôtels avec un prix réduit, etc., etc. Allons plus loin. Elle dit, lorsque vous possédez mon NFT, vous avez accès aux mêmes réductions que j'ai avec toutes les grandes marques de luxe avec lesquelles je travaille. Donc à chaque fois que moi, je reçois un produit de beauté, à chaque fois que je reçois, à chaque fois qu'on me dit « conduis cette voiture », on fait une vidéo de toi et on te donne ci ou ça, vous avez le même deal. Si j'ai 20% chez Chanel, vous avez 20% chez Chanel. Si j'ai 15% ici, vous avez 15% ici. Donc, elle va aller négocier avec les marques en disant, j'arrive avec 10 000 nouvelles personnes qui vont avoir le même deal que moi. Okay, donc, les marques vont devoir réfléchir à quel est leur intérêt. Elles finiront par accepter, au même titre que les marques ont dû accepter les réseaux sociaux et elles ont dû rentrer et imaginer comment rentrer avec les influenceurs. C'est ce qui s'est passé. Donc, elles vont finir par le faire. Donc, cette femme, cette Martha, va proposer donc un deal qui est équivalent à celle qu'elle a, un deal via sa roadmap avec les hôtels, accès aux hôtels, etc. Et elle va même proposer aller plus loin. Elle va dire, je sors 30% de ma performance annuelle que je libère aux propriétaires de mon NFT. Si demain, moi, en tant qu'influenceuse, je performe et je fais 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, il y a 3 millions de dollars qui vont être répartis aux 10 000 personnes qui ont mon NFT. Et elle va dire un truc simple. Elle va dire, mon NFT, il coûte 2 000 dollars. Elle va dire, pour 2 500 dollars, vous allez pouvoir avoir mon NFT. Fais le calcul. 2 500 fois 10 000, ça fait combien ? 2500 fois 2000, ça fait 200... 2500, donc 2500, 250 000, 2 millions 500. Ça fait 25 millions de dollars. 25 millions de dollars. Elle va lever 25 millions de dollars avec cette promesse-là. Est-ce que tu penses que sur les 5 millions de personnes qui la suivent, pour tout ce qu'elle donne, ils seront capables de donner 2 500 dollars ? Bien sûr. Est-ce que tu penses que ces personnes-là, pour participer à la performance de cette femme-là et la tirer vers le haut, ils seraient capables de donner 2 500 dollars ? Ouais. Ça fait 25 millions de dollars levés. C'est une levée de fonds directe avec ta communauté, en leur promettant un accès à ta performance et à ce que tu es en train de fabriquer. Le NFT prend une toute autre valeur. Maintenant, allons encore plus loin. Imagine si ce NFT, il est fait par un artiste qu'elle adore, qui s'appelle Gianfranco, et qui vit en Italie. Et c'est son ami d'enfance. Et il lui fait 10 000 NFT exceptionnels. Maintenant, imagine que Gianfranco, dans 10 ans, devient le nouveau Basquiat. Maintenant, imagine, va plus loin. Ça a été acheté avec de l'Ethereum. Le prix d'un Ether aujourd'hui, c'est 2 800 dollars. Imagine si l'Ether vaut demain 8 000 dollars. Tu auras performé dans tous les sens. Sur la spéculation sur l'artiste, sur la spéculation sur l'influenceur, sur la spéculation sur l'Ether. Au même titre que tu peux aussi tout perdre. C'est ça, j'allais en revenir. Mais ça coûte 2 500 dollars pour tout perdre. Oui, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est pas que c'est pas grand-chose, c'est beaucoup d'argent. Oui, c'est beaucoup d'argent. C'est un investissement. Aujourd'hui, si je te dis, donne-moi 2 500 dollars, il y a un mec qui ouvre un salon de coiffure dans Dubaï, ça va être génial, c'est un influenceur, tu vas cartonner, est-ce que ça t'intéresse ? Ouais, pourquoi pas, tu y penses, c'est un investissement. Et tu vas pas te poser toutes les questions de c'est dur, c'est compliqué, nana, est-ce que c'est risqué, etc. Tu te les poses pas, ces questions-là. Mais cette technologie-là, en termes de spéculation et en termes de ce qu'elle peut apporter, c'est extraordinaire. Il
faut imaginer un collectible, donc pas une œuvre d'art. Beeple, c'est une œuvre d'art. Oui. Un collectible, c'est les singes. Il faut imaginer que c'est ton entry point dans un club, que c'est une part de cette entreprise et de la performance de cette entreprise. Et il n'y en a que 10 000. Il n'y en a pas un de plus qui sera créé. Et chaque singe est unique. Et chaque singe a son degré d'offre et de demande en fonction de sa rarité. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Là, tu vois, tu es en train de parler de quelque chose qui est vraiment très spécifique. Et comme ils vont développer les singes, ils vont certainement développer les chiens, et ils vont créer plein d'NFT, tu vois. Maintenant, comment on va savoir, en fait, comment est-ce qu'on va connaître justement donc la crédibilité de l'NFT? Comment est-ce qu'on va savoir si c'est un bon NFT ou un mauvais NFT? Mais c'est la... C'est quoi? Ok. C'est la même chose que pour la bourse. Combien tu as d'entreprises aujourd'hui dans le monde? Combien tu as d'entreprises qui sont listées dans les différents stock exchange? Comment est-ce que tu choisis? Tu choisis en te renseignant. Je décide d'acheter Tesla parce que je me suis renseigné, j'ai confiance en Elon Musk, je pense qu'il crée quelque chose de performant dans le futur, j'investis. Je n'investis pas dans cette entreprise qui est hébergée dans le fin fond du Morbihan parce que je n'y crois pas. C'est exactement la même chose. C'est la même chose sous adrénaline. C'est la même chose sous adrénaline. Cette technologie va tout bouffer parce qu'elle permet la traçabilité et la véracité des transactions. Aujourd'hui, comment est-ce que tu différencies un Picasso? Ok, prenons 2 Picasso de la période bleue. 2, même size, même taille. Ok? Pourquoi ce Picasso vaut plus cher que celui-là? Est-ce que tu sais me le dire? C'est des authentiques tous les deux? Tous les deux, même période, même taille. Parce que c'est l'offre et la demande, en fait, non? Ça va plus loin. C'est celui de gauche, il a comme propriétaire Marilyn Monroe, John Fitzgerald Kennedy, Michael Jordan. L'autre, il est possédé par Madame X inconnue. Celui-ci, il a le sang bleu. Il a une lignée. C'est pour ça qu'il vaut plus cher. Maintenant, dans la blockchain, si l'œuvre d'art de Beeple, non, elle vaut 66 millions de dollars. N'allons pas aussi loin. Prenons une œuvre d'art d'un artiste inconnu au bataillon. Et posons-nous la question, si jamais le premier owner, parce que la blockchain est un livre ouvert où tu peux tout lire, ok? Le premier owner, c'est une personne lambda. Mais parce qu'il a un cousin qui adore le basket et qui connaît par ricochet à travers un joueur de basket Jay-Z. Ouais. Et qui finit par le vendre à Jay-Z. Et Jay-Z, il adore cette œuvre-là. L'artiste, la cote, elle augmente. Certitude. Puis Jay-Z, un jour, il dit, j'adore cette œuvre et tout, mais j'aimerais beaucoup la vendre parce que j'aimerais lever des fonds pour ma fondation. Et je vais utiliser tous les fonds, je vais les utiliser pour la fondation. Il fait une soirée, les gens arrivent, voilà, je vends l'œuvre aux enchères, elle est vendue pour 14 millions de dollars. Le nouveau propriétaire, c'est Elon Musk. La lignée de cette œuvre d'art a complètement changé. La valeur de cette œuvre d'art a complètement changé. Donc la blockchain permet aussi de voir la lignée de non seulement l'authenticité, la possession, mais la lignée. C'est ça. Et quand on parle d'un NFT, on parle de toutes ces choses-là. Et bien plus encore. Tout d'abord, les NFT, vraiment, qu'est-ce que c'est? Alors, un NFT, c'est ce qu'on appelle en anglais un non-fungible token. C'est un jeton non fongible. Donc c'est typiquement quelque chose que tu ne peux pas copier. Je te donne un exemple. Tu prends un billet de 10 dollars et un autre billet de 10 dollars. Supposons qu'ils aient le même numéro de série. Ce qui n'est pas possible, mais supposons qu'ils aient le même numéro de série. Ce sont les mêmes billets. Maintenant, si j'en prends un et que je le signe et que je fais un dessin dessus, c'est plus le même. Il n'est pas réplicable, celui-ci. Tout à fait. Il est non fongible. Okay. Donc c'est ça, un jeton non fongible. C'est quelque chose que tu ne peux pas copier. Ces jetons non fongibles vivent dans ce que l'on appelle la blockchain. La blockchain, c'est une chaîne qui valide transactions et authenticité par bloc. Et ces blocs sont
validé par des ordinateurs connectés partout dans le monde. Donc, il n'y a pas une seule personne qui va valider l'authenticité de cette œuvre-là. C'est toutes les personnes connectées, tous les ordinateurs connectés qui valident l'authenticité de ces œuvres-là. Et cette blockchain, elle est non violable. Tu ne peux pas la corrompre parce qu'elle est connectée par tous les ordinateurs dans le monde qui sont connectés. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui va venir et te hacker un bloc. C'est pas possible. C'est pas possible. Mais tu es sûr que c'est pas possible? J'en suis persuadé à 3000%. Ok. C'est beaucoup plus sécure que Fornox. C'est beaucoup plus sécure que la Fed. C'est beaucoup plus sécure que la plus grosse banque que tu connaisses. Imagine une banque, il y a 6 verrous, okay, pour hacker, on va dire, le système d'une banque. Okay, plus ou moins. Hein, disons que le premier verrou, tu vas devoir trouver un code à X chiffres en 4 secondes. Une fois que tu ouvres le premier verrou, tu as 2 secondes pour ouvrir un code à 12 chiffres, etc., etc. Et ça va de plus en plus dur. Okay. Maintenant, ça c'est pour une banque, imagine qu'il y a 7 verrous. Okay. Bah, pour la blockchain, il y en a 7 milliards. Donc, pour hacker la blockchain... C'est ça, quoi. Il faut le faire 7 milliards de fois. Non, mais quand je dis 7 milliards, c'est ingérable. Plus ou moins, tu vois, c'est pas possible. Donc, en fait, la blockchain, elle fait ça. Donc, ton jeton non fongible, il est validé comme non fongible, comme unique sur cette chaîne-là. D'où pourquoi on achète en crypto, etc., etc. Et ce jeton-là, ça peut être une œuvre d'art. Ça peut être un collectible. Collectible, c'est-à-dire une collection d'œuvres. Ça pourrait aussi être de la musique ou autre chose? Bien sûr. Ça peut être de la musique, ça peut être une vidéo, ça peut être un poème écrit. C'est juste qu'il a une forme, en fait. Et cette forme-là, c'est un JPEG ou une vidéo ou un son, comme tu disais, et il est validé dans la blockchain comme étant unique, et il s'est validé qui est le possesseur de cette œuvre-là. Donc, en fait, si je devais te donner un exemple ultra concret, transactionnel, ce serait comment, via cette chaîne-là, on peut faire disparaître un notaire. Un notaire, il est là pour valider une transaction entre toi et moi, par exemple, pour l'achat d'un bien immobilier. Tout à fait. Il est la garantie physique du vrai. Aujourd'hui, sa garantie physique, elle n'est pas plus importante que la garantie d'une chaîne qui est plus sécure que la plus grande des banques du monde. Donc en fait, on fait ce qu'on appelle aujourd'hui, nous, kill the middleman. C'est en fait l'intermédiation disparaît. C'est complètement décentralisé. Et donc l'intermédiation, elle disparaît. Tu n'as plus besoin d'intermédiaire pour passer d'un point A à un point B. Donc si aujourd'hui, on trouve le moyen avec la technologie qu'on a, et si on arrive à trouver un moyen régulé par les États de pouvoir valider des transactions immobilières, tout va changer. Tout va changer. Les métiers certains métiers vont disparaître, des nouveaux vont être créés. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que le notaire va sauter. Au même titre que, par exemple, aujourd'hui, tu peux créer une collection d'NFT, lancer ton album, et tu décentralises, et donc tu enlèves l'intermédiation de la maison de disques. Pareil pour la maison d'édition. Mais en fait, il y a beaucoup de personnes aussi qui vont perdre leur boulot. Comme toujours, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, tout le monde a peur. C'est toujours la même chose. Tout le monde a peur. Ouh là là, le robot va me prendre mon métier, etc. Et c'est le fantasme. Donc tout le monde a peur. Mais ce que la technologie fait, et c'est vérifié depuis tous les temps, c'est qu'elle tue certains métiers, mais qu'elle en crée 10 fois plus. Les réseaux sociaux, tout le monde a commencé à avoir peur au début, etc. Et puis tu as toute une salve de métiers qui ont été créés tout autour. C'est extraordinaire ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Pour tous ceux qui ont vécu Internet, Web 0 ou Web 1, donc le début d'Internet, c'est-à-dire j'envoie un email, l'Internet de l'écrit. Donc c'était juste j'écris. Web 1. Web 2, l'Internet social. J'interagis, les réseaux sociaux. Et qui ont vu ce qui s'est passé entre Web 1 et Web 2, tout ce qui a été créé entre Web 1 et Web 2 en termes de richesse, en termes d'interaction, en termes de nouveautés, et ce qui est en train de se passer aujourd'hui entre Web 2 et Web 3, comprennent où ça va. En fait, si tu veux, entre Web 1 et Web 2, on surfait sur Internet. Ouais.
Le Web3, c'est surfer dans Internet. C'est ce que tu es en train de faire en ce moment. C'est ce que je suis en train de faire et j'essaye de prendre ma part de responsabilité, de compréhension de cette technologie pour, partager, pour que les gens s'éduquent à la chose, pour que les gens ne le voient plus comme ce que les mainstream médias vendent, c'est-à-dire un outil highly spéculatif, parce qu'ils focus que sur une chose. Tu achètes un singe à $300 et il vaut $350 000, bien entendu, tout le monde va parler de cette histoire-là. C'est génial, c'est extraordinaire, ça ouvre des possibilités financières fantastiques. Mais la technologie va beaucoup plus loin. Elle va beaucoup plus loin. Donc nous, notre travail, c'est d'en parler, parce qu'on comprend, mais aussi de fabriquer, aussi de participer. Donc qu'est-ce qu'on fabrique ? J'y reviens. Mais comment ces œuvres sont créées et sur quel programme, justement ? Alors, et comment est-ce que ces œuvres sont-elles exposées ? Est-ce que tu penses qu'un jour, on pourra voir des NFT dans des galeries ? Très, très bonne question. Et alors, sur les téléviseurs ? Très, très bonne question. C'est déjà le cas. Samsung a déjà créé un téléviseur qui est NFT compatible. C'est déjà créé. Je suis complètement à l'ouest, moi. Là. OK. Non, je ne savais pas. Non, mais tu sais, c'est tout nouveau. On est Il a créé ça quand, Samsung, dis-moi ? Samsung, ils ont annoncé ça il y a 3 mois. OK, ça va. 3 mois. Au même titre que Apple Pay. Apple a annoncé qu'ils accepteraient des paiements en crypto d'ici la fin 2022 ou fin 2023. Donc, le monde est en train de se diriger dans cette direction. Ça, j'avais déjà entendu parler, par contre. Ça veut dire beaucoup de choses. On y arrive. Maintenant, quand est-ce que ça a été créé ? Une collection qui a été vendue à Christie's pour à peu près... Le premier CryptoPunk vendu très cher, c'était 12 millions de dollars, je crois. Quand Beeple vend son œuvre à 66 millions de dollars chez Christie's début 2021, la collection CryptoPunk, qui se targuait à l'époque d'être la première collection NFT, créée en 2017, dans la communauté, il y a beaucoup de questions sur sont-ils les premiers ou pas. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'ils ont été... Ils ont été un vecteur de mouvement très important pour les NFT. Et ils font partie des créateurs du mouvement NFT. Sans eux, les NFT n'auraient pas eu la caisse de résonance qu'il y a eu derrière. Derrière cette collection NFT qu'on appelle CryptoPunk, il y a une entreprise qui s'appelle Larva Labs. Aujourd'hui, cette collection de CryptoPunk, elle a été vendue à une entreprise qui s'appelle Yuga Labs. Et Yuga Labs, c'est les fondateurs des singes, donc des Bored Ape Yacht Club. Donc c'est une information qui est sortie il y a 3 jours et qui est une information extraordinaire pour ceux qui sont dans les NFT et pour ce qui va être créé dans le futur. Parce que si tu veux, c'est comme si je te disais, ok, comment j'essaye de l'expliquer de la manière la plus limpide possible, c'est comme si Apple avait racheté Microsoft. Je vois. Concrètement, c'est ce qui s'est passé. Donc, la création des NFT se fait, selon la légende, en 2017, avec les CryptoPunks. Un CryptoPunk, c'était gratuit à l'époque. Tu pouvais avoir un CryptoPunk gratuitement. La seule chose que tu avais à payer, c'était les frais de transaction. Donc, il faut comprendre que dans la blockchain, quand tu achètes une œuvre, quand tu achètes un NFT, il y a ce qu'on appelle des frais de gaz. Ça s'appelle les gas fees. Et en fait, les frais de gaz, ce sont les frais de transaction. Donc, de faire passer un NFT d'un point A à un point B, tu dois payer des frais. Concrètement, c'est comme quand tu te fais livrer un colis par Amazon, ils vont te mettre des frais parce que tu le fais livrer dans un pays où c'est compliqué pour eux, etc. etc. Donc, concrètement, et ces frais de gaz sont là pour valider la transaction sur la blockchain. Elles payent ce qu'on appelle les mineurs et ce qu'on appelle aussi les gens qui sont sur des nœuds. Donc, en fait, il faut imaginer la blockchain comme une chaîne, en fait, comme un collier. Et à chaque nœud, tu as quelqu'un qui valide la transaction. Je vois. Donc, chaque nœud, je valide. Donc, ces frais-là, ils sont faits pour payer ça. Un CryptoPunk, c'était gratuit en 2017 et ça valait 150 Ethers en août, all-time high, donc au plus haut. 150 Ethers à $4 000 l'Ether, c'était $600 000 le punk. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, ça vaut 80 Ethers, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et 8 fois 3, ça fait à peu près $250 000. Donc, tu achetais quelque chose en 2017 à 0, tu payais $10 de frais. Tu avais aujourd'hui à peu près $300 000 de NFT dans ton portefeuille virtuel. Mais c'est qu'un portefeuille virtuel, justement. Comment est-ce que tu utilises cette monnaie ?
Enfin, à part pour les NFT, à part pour acheter et vendre de l'art, comment est-ce que tu peux l'utiliser de manière concrète? Concrètement, aujourd'hui, Oui. supposons que tu es un CryptoPunk ou Oui. un Bored Ape dans ton wallet, ou un VFriends de Gary Vee, qui est un des pontes du marketing Web 2 et qui devient aujourd'hui un des pontes du Web 3, ou que tu achètes une œuvre du Time Magazine qui a été créée pour Time Pieces by Kid Grossman, qui est le président du Time Magazine. Ça, je te parle d'acteurs, de références. Okay. Si tu achètes une de ces œuvres-là aujourd'hui pour, on va dire, allez, supposons que tu es un latecomer. Okay. Tu arrives tout de suite, tu es une grosse entreprise, un fonds d'investissement, et tu veux acheter un Bored Ape pour 300 000 $. Tu comprends, c'est un investissement, c'est un 10 millième d'une entreprise qui est valorisée aujourd'hui à plus de 4 milliards de dollars, et tu penses que, créé en avril, en moins d'un an, ils ont valorisé leur boîte à plus de 4 milliards de dollars. Des jeunes qui, sur leur site web, écrivaient « On veut rembourser nos mamans ». Incroyable. Mais bravo. Hein. C'est extraordinaire. Purée. Extraordinaire. Et quand tu fais partie de ces 10 000 personnes, tu fais partie d'un club où il y a Snoop Dogg, Gwyneth Paltrow, Stephen Curry, et tu te retrouves dans des événements avec ces gens-là autour de toi. Donc c'est un club assez exclusif, quoi. C'est un club exclusif. Donc le ticket d'entrée, il est à 300 000 $ aujourd'hui. Mais il était à 250 $ en avril. Ceux qui ont fait confiance en avril et qui ont gardé, aujourd'hui sont dans un club où tous les comers, ceux qui vont arriver demain, qui seront de plus en plus connus et importants que ceux qui existent, tu vas pouvoir t'asseoir avec eux à table et tu vas pouvoir prendre un verre à côté d'eux et pouvoir peut-être même faire du business avec eux. Donc, quand tu achètes un NFT à ce prix-là, tu fais partie d'un club. Je vois. Maintenant, je vais reprendre un de tes tweets que tu as justement posté le 13 mars. When I really started to take things seriously in the NFT community, one of my favorite collections was Wicked Craniums. Donc, I went back and forth for financial learnings. Donc, pour traduire, quand j'ai commencé à prendre les choses plus au sérieux dans la communauté NFT, ma collection préférée était le Wicked Craniums. Une des collections préférées. Je suis retournée à la base de mon éducation financière. OK. Donc, j'ai essayé de déchiffrer, j'ai essayé de comprendre ce que tu as voulu dire par là. Je n'ai pas spécialement compris. Donc, tu m'expliques un petit peu? Je t'explique. On fait des mouvements. Ouais. Qu'est-ce que j'appelle des mouvements? Et je vais revenir rapidement à ce que tu me posais comme question tout à l'heure. C'était comment est-ce que je fais pour décaisser? Okay. Et ça va. Et je vais de toute façon, ça va donner la bonne. Ça donne le là à ce que je suis en train de te dire là. C'est que aujourd'hui, tu achètes un NFT à 300 000 $ et demain, hop, il y a une annonce, un effet d'annonce, ça vaut 500 000. Ouais. Comment je fais? Ok. Comment tu fais? Ton NFT, il vaut 300 000 $ ou 500 000 $. Corrélé au prix de l'Ether. Donc ça fait 125 ou 140 Ethers. Tu cliques sur un bouton. En 14 secondes, tu transformes tes Ethers en ce qu'on appelle un stablecoin. Un stablecoin, c'est une monnaie qui est adossée au mouvement d'une monnaie réelle. Le dollar, donc tu as ce qu'on appelle l'USDT, le BUSD, qui sont adossés aux fluctuations du dollar. Donc toi, aujourd'hui, tu n'as pas peur quand tu as $1 dans ta poche. Tu sais qu'un dollar, ça vaut $1. Tu as peur quand tu as de l'Ether dans ta poche, parce que tu sais que ça vaut X $ ou Z $. Donc, par contre, en 14 secondes, tu peux transformer tes 500 000 $ en dollars. Donc tes 500 000 $ en Ether, donc tes 125 Ethers en dollars, en 14, 15, 20, 30 secondes, et tu les as en dollars. Mais tu les as où? Mais tu les as sur un portefeuille, tu les envoies sur ton compte en banque. Tu les envoies sur ton compte bancaire. Tu les envoies sur ton compte bancaire et tu payes des impôts. Ça va aussi vite et aussi simplement que ça. Et tu as des plateformes qui sont des plateformes aujourd'hui qui se mettent en intermédiation. Tu as Coinbase, Binance, pour les citer, qui sont les plus connus. Et ces plateformes-là, tu as même des cartes de crédit avec lesquelles tu peux aller. Tu peux aujourd'hui tu peux mettre tes Ethers dans ta carte de crédit Visa et partir t'acheter un sac Chanel. Et petite question. En 2 minutes. Quand tu achètes justement toutes ces œuvres d'art, NFT, etc., tu es taxé? Tu es taxé à l'entrée ou à la sortie? C'est quoi ta question? Tu n'es pas taxé à l'entrée, tu es taxé à la sortie. À la sortie? Bien entendu. Tu es taxé à la sortie. Tu performes, mais quand tu veux les transformer, les emmener dans le monde réel, c'est-à-dire tu passes du monde virtuel au monde réel, il va bien falloir que tu payes des impôts à quelqu'un. Donc tu les envoies sur ton compte en banque, on te demande d'où ça vient. J'ai performé en crypto. Ok, tu as performé en crypto, paye tes impôts. Il y a des pays où c'est régulé, des pays où c'est pas régulé. Aujourd'hui, on est à Dubaï parce que c'est régulé.
Parce qu'aujourd'hui, voilà, ça nous permet de travailler ici. Non, mais ici, donc, c'est pas taxé, c'est pas taxable. Tu taxes rien. Ici, tu payes pas ici, taxes. ils sont en train de réguler sur la crypto. Donc, il y a une semaine, Dubaï a annoncé qu'il faisait une régulation crypto-NFT, premier pays au monde à le faire. Ok. Donc, il va y avoir une info qui va tomber. Est-ce que tu seras taxé en crypto ou en NFT? J'ai mon avis, mais rien n'est dit. Donc, je ne sais pas. Ne le donne pas, à ton avis. Non, je ne l'ai pas. Tout ce que je sais, c'est que c'est extraordinaire le moment où on est. C'est qu'on est dans un moment où il y a un pays qui décide de réguler, en fait, qui décide d'enlever ses œillères et qui se dit, OK, je ne peux pas continuer à ne pas voir ce qui se passe chez moi. Je ne peux pas continuer à ne pas participer à ce mouvement-là. Et je pense sincèrement que Dubaï peut devenir la Silicon Valley de la crypto s'ils s'en donnent les moyens et s'ils en ont l'ambition. Je pense que pour les moyens, ils peuvent se les donner. S'ils sont ambitieux, je pense qu'ils nous ont prouvé ce qu'ils ont créé déjà en 50 ans. Et je pense que le futur, c'est ici, quoi. Moi, personnellement, c'est la deuxième fois que je viens à Dubaï. Ouais. Donc, au début, on travaillait à distance. J'étais consultant avec mes idées et ce que je voulais faire. Et donc, on a créé le fonds d'ici. Je pense que ce qui est en train de se passer ici, c'est unique dans le monde. ce qu'on appelle un POC, le Proof of Concept. On peut prouver ici que ça marche et le déployer partout dans le monde. Donc, pour revenir à ton tweet et à la question du tweet, Wicked Cranium, ça fait partie des collections qu'on appelle OG. OG, dans la terminologie, c'est Original Gangster. Okay? Donc, c'est concrètement ceux qui étaient là au début, ceux qui étaient précurseurs, les premières collections NFT. Ils faisaient partie des premières collections et ça faisait partie des collections que j'aimais bien. Mm-hmm. J'ai dû vendre pour apprendre, donc faire des mouvements boursiers. Et je me suis éloigné de cette collection-là. Et aujourd'hui, on est dans ce qu'on appelle un bear market. Bear market, bear and bull. Je pense que tu sais ce que c'est. Donc oui, tout à fait. Voilà. Donc on est dans un bear market aujourd'hui, plus ou moins en termes d'NFT. Et quand tu es dans un bear market, tu as deux solutions. Soit tu sors tes assets, soit tu re-rentres dans des assets qui performeront en bull. Encore, ouais, plus fort. Quand nous, on est en bear market, la première chose qu'on fait, c'est on regarde la fresque et on essaye de voir les collections. Ça, je ne donne pas de conseils financiers. Hein. Je partage avec vous ma manière de faire. Partage. Donc, on regarde les NFT qui ont performé, qui ont une forte communauté, qui ont une communauté qui croit en le projet, qui ont un projet qui a duré en fonction des différents bulls et bear market. Et on se dit quelles sont ces collections qui vont se réveiller. Et un des paris, c'est que cette collection Wicked Cranium ferait partie, dans les mois à venir, des collections qui vont se réveiller. Aujourd'hui, un Wicked Cranium, ça vaut 500, 600 $, je crois, 500 $ ou un truc comme ça. Donc nous, on est réinvestis dans Wicked Cranium dans l'espoir de les voir performer demain plus que les 600 qu'ils valent aujourd'hui. Il y en a que 600? Non, il y en a 600, c'est le prix, ouais, et il y en a 10 000. Il y en a que 10 000, c'est ça. Il y en a que 10 000. C'est absolument pas un conseil financier. Non. C'est très important de le dire. Ok, voilà. C'est pas du tout un conseil financier. Non, parce que tu sais, ce qui est extraordinaire avec le monde des NFT, c'est qu'on a créé une langue. Je dis toujours... Ça veut dire quoi, ça, créer une langue? Je dis toujours, j'ai appris une nouvelle langue en 6 mois. Donc on a des termes qu'on utilise qui sont des termes codés, que pour vous. C'est-à-dire que si tu arrives aujourd'hui sur Twitter, là où tout se passe, Twitter et Discord, okay, ce sont les deux plateformes où tout se passe, où tu peux drainer de l'info. Si tu mets un financier de Wall Street qui comprend très bien la finance, qui comprend la mécanique, qui atterrit là... Il ne va rien piger. Mais je le sais, j'ai des amis qui sont polytechniciens, travaillent pour Bank of America, etc. Tu les poses là, ils sont complètement perdus. C'est normal que j'ai rien compris. Bien sûr, mais tu as même des gens de la crypto qui ne comprennent rien. Parce qu'en fait, les terminologies qu'on utilise sont, par exemple, NFA, c'est Non-Financial Advice. Donc, par exemple, si je fais un tweet, tu verras souvent hashtag NFA. Je ne suis pas en train de te donner un conseil financier, je partage une info avec toi. D'accord. Dior, D-Y-O-R. Do your own research. Fais ta propre recherche. Donc, je te conseille d'aller chercher toi-même. Tu vois, FUD, c'est quelqu'un qui veut casser une collection, qui veut casser l'ambiance de la collection. Donc, on n'a que des
terminologie. Never gonna make it, NGMI, quelqu'un qui va vendre un asset trop tôt. Qui les crée, ces WAGMI, we are gonna make it, nous allons y arriver ensemble. Donc tu peux voir toutes ces terminologies-là, tout ce lexique qu'on utilise nous tous les jours, mais qui les a créés, c'est nous, ensemble. Et c'est ce qu'on appelle la culture du mème. Tu sais, un mème, c'est quelque chose que tu vois répéter sur les réseaux sociaux parce que c'était drôle. Eh ben, il y a un truc qui est exceptionnel, c'est par exemple hodl. Hodl, c'est H-O-D-L. Hodl, ça veut dire hodl, ça ne veut rien dire. Mais en vrai, ça vient du mot hold. Hold, c'est tenir. Oui. Tenir quelque chose. Oui, tout à fait. Et ben un jour, il y a quelqu'un sur un tweet qui voulait dire hold, qui s'est trompé parce qu'il parlait pas très bien anglais, qui a dit hodl. Il est devenu un vecteur d'humour. Les gens commençaient à rire de ça et l'utiliser. Donc quand il voulait dire je garde ma position, il disait hodl. Et aujourd'hui, quand tu veux dire je garde ma position, tu dis hodl. Et si tu écris hold, on va se dire ah, she's a newbie, elle vient d'arriver. Je vois. Tu vois? Donc merci pour les conseils. Hein. Rien. Ah, merci. J'en prends bonne note. Voilà, pour répondre à ton tweet. Enfin, mon tweet vu par toi. Oui, tout à fait. Est-ce que la communauté NFT a peur des spéculateurs et des gens qui n'ont rien à voir dans cet art virtuel? Bien sûr. Mais en même temps, ce ne sont pas ces mêmes spéculateurs qui font exploser les prix. Bien sûr. Et qui font le bonheur et la fortune des créateurs et des premiers investisseurs? Ça, c'est une question tricky. Dis-moi. C'est bittersweet, comme on dit en anglais. C'est sucré-salé. Okay. Je suis désolé d'utiliser souvent des terminologies en anglais. Je suis francophone, mais je vis dans un monde franglais par la force des choses. Tu vois. On est tous dans un monde franglais. Non, parce que des fois, ça peut faire pédant, tu sais. Genre, j'utilise des termes en anglais, mais je travaille depuis 10 ans en anglais. Et aujourd'hui, tout se fait en NFT en anglais. C'est-à-dire la communauté francophone a vraiment du mal à rentrer dans l'espace. Elle a vraiment du mal à faire sa place. Elle a un petit peu du mal à rentrer dans tout, la communauté francophone. Hein. Elle stagne. Elle stagne parce que il y a un côté élitiste dans Je parle français qui ne marche pas avec cet état d'esprit-là. Donc aujourd'hui, la communauté francophone, elle essaye de faire sa place et l'une des manières de faire sa place, c'est de créer son intelligence, créer sa valeur ajoutée pour qu'on puisse se dire « Ah, mais les francophones ont une valeur ajoutée, donc faisons-les rentrer. » Mais tout ce qui se fait en français aujourd'hui ne marche pas. Le marché est trop petit, en fait. Il y a trop peu de liquidité. Et la liquidité, elle est en anglais. Donc même tous les influenceurs, quels qu'ils soient, aussi connus qu'ils puissent être, sachant que dans le côté anglophone, tu as des personnes très connues qui ont essayé de lancer leur collection NFT et ça n'a pas marché. Donc, la côté francophone, c'est très compliqué. Maintenant, à côté de ça, ta question, c'est est-ce que nous, en tant que communauté NFT, avons peur de la spéculation et des personnes qui viennent avec des gros moyens pour faire gonfler des collections, les faire baisser, etc. Ou les détruire aussi. Oui, bien entendu. Je dirais pas qu'on en a peur. Je dirais qu'on en est conscient. On est conscient que ça existe. Et c'est pour ça que c'est barricadé, de tous les côtés. Aujourd'hui, si tu veux réussir ta collection NFT, tu ne peux que passer par des personnes comme nous, okay, comme moi, parce que par la force des choses, je suis devenu un influenceur. Et il y a des influenceurs qui sont beaucoup plus impactants que moi. Okay. Je dirais qu'on est à peu près 250 influenceurs qui faisons la pluie et le beau temps en NFT. Et on barricade. On barricade. C'est pour ça que quand tu vois des artistes rentrer, la question que nous, on se pose avant de dire « waouh, c'est super » ou de dire « waouh, c'est bien » ou d'investir, on se pose la question de quelle est la valeur ajoutée apportée au NFT, à la communauté NFT, par cet artiste. Si demain, en fait, tu as un artiste qui vient juste parce qu'il voit la possibilité de faire de l'argent avec les NFT, il ne le fera pas avec notre aide à nous. Et on n'investira pas. Et on n'achètera pas. Donc, s'il n'y a pas de valeur ajoutée, on ne sera pas là pour te supporter. Et tu ne peux réussir qu'en passant par ce cœur-là. Parce que l'ambition de ce cœur-là, c'est de faire des choses à valeur ajoutée où l'impact, c'est que tout le monde gagne avec nous.
On ne veut pas être dans un système qui est l'ancien modèle. On ne veut pas être dans un modèle où c'est pour que je puisse gagner, il faut qu'il y ait quelqu'un qui perde. On est en train d'inventer un modèle où si je gagne, tu gagnes avec moi. C'est magnifique. C'est la possibilité. C'est la générosité aussi, en fait, non? C'est le partage. C'est pour ça qu'au cœur, il y a l'art. On a perdu, en fait, tout ça, je trouve, de nos jours. Il y a plus, on est dans un monde qui est tellement égoïste. Je pense qu'on a atteint un sommet de la difficulté d'un modèle à aller plus loin dans sa capacité de partager. Je pense que le capitalisme, et ça fait un moment qu'on le dit, qu'il a atteint ses limites dans sa capacité à créer de la valeur pour le plus large, pour tout le monde. Donc on rentre dans un modèle où, pour que je gagne, il faut que quelqu'un perde. Et ça, c'est le modèle dans lequel on vit aujourd'hui. Et je l'entends tous les jours dans les NFT. Ouais, mais si toi, tu fais 300 000, c'est qu'il y en a un qui a perdu 300 000. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça ne marche pas comme ça. C'est une nouvelle poche. C'est une nouvelle poche qui est créée aujourd'hui. C'est une opportunité de faire mieux, plus fort, plus grand, plus propre, plus vrai. Donc nous, on se protège du monde réel qui vient polluer ce monde-là. Donc on essaye au maximum de construire des choses qui vont donner tout autant que l'on reçoit. Donc on essaye de se barricader et se donner le temps de fabriquer ces outils-là, fabriquer ces plateformes-là. Donc c'est une nouvelle communauté qui est secrète, n'est-ce pas? Avec des créateurs et des investisseurs NFT. Est-ce que vous êtes vraiment, vous vivez comment en fait, vous? Je vais vous faire passer pour des extraterrestres. Vous êtes comment, vous? Enfin, vous êtes artiste, club exclusif. Vous les fous, comment est-ce vous que les vous... fous, comment ouais. est-ce donc par rapport aux invitations, c'était ce que tu m'avais raconté d'abord, tout à l'heure, n'est-ce pas? C'est pas secret. C'est ouvert à tout le monde. C'est vraiment, par exemple, moi aujourd'hui, si je veux venir et si je veux commencer, si je veux rentrer dans la communauté NFT, ça va être facile. Je vais rentrer sur... 3 secondes. En 3 secondes. Je vais rentrer sur Internet. Tu sais que j'ai envie de te lancer le pari, de prendre mon téléphone et de le faire pour tout voir. De suite. Quoi, tu T'as vois. un compte Twitter? Oui, grâce à toi. T'as un compte Twitter? Salut, je viens de me lancer dans les NFT. Qui peut m'aider? Et tu seras étonné de voir le nombre de personnes C'est vrai. Qui seront prêtes à t'aider. Il faudra que tu fasses la part des choses. Savoir qui est là pour t'aider vraiment, qui n'est pas là pour t'aider. Parce que fatalement, plus tu fais grossir quelque chose, plus tu as du risque d'avoir des gens qui sont pas bienveillants, des voleurs, des tricheurs. C'est vrai partout, dans le monde réel, dans le monde virtuel, dans tous les mondes concrets. Il faut juste s'asseoir et voir quelque chose. Aujourd'hui, ce monde-là, il n'est pas secret, il est ouvert. Tout est ouvert. Tout est ouvert. La performance des portefeuilles est ouverte. Les comptes, c'est comme si en fait les comptes en banque aussi étaient ouverts. Les transactions sont ouvertes. Tu peux tout voir et tout lire, tout est ouvert. Tout est transparent. Tout est transparent, c'est exactement, c'est la transparence. Décentralisé, transparent. Aujourd'hui, les médias essayent de créer de la peur, comme d'habitude, comme toujours. Pour vendre du papier, on vend. C'est pour ça que je fais des podcasts. Mais voilà. On vend plus, la peur va beaucoup plus vite que l'amour, malheureusement, mais moins fort. Plus vite, mais moins fort. Donc nous, on essaye de se focaliser sur l'amour. La peur, c'est un business. Le business de la peur, on le connaît. Donc aujourd'hui, la peur, elle consiste à dire, c'est soit le monde réel, soit le monde virtuel. C'est l'un ou l'autre. C'est soit tu vas vivre dans un monde où on s'aime, on se tient la main et tout va bien, ce qui n'est pas vrai. La guerre, la perte, la famine, la peur, ce qui est ça, mais on n'en parle pas, ok? Soit tu vis dans un monde où les robots, ils ont pris ta place et tu as un masque et tu es allongé chez toi, affale, et tu reçois à manger et tu ne bouges plus et tu sociabilises plus. C'est pas vrai. On va pas vivre dans l'un ou l'autre, on va vivre dans l'un et l'autre. Tout à fait. Donc la question maintenant, c'est, on a une opportunité de créer un autre monde. Quelles sont les règles de cet autre monde? Quelles sont les valeurs de cet autre monde? Et aujourd'hui, ce monde-là, il a été créé par des gens en qui on n'a pas eu confiance, qu'on a moqué, qu'on a pointé du doigt, on a dit que c'était des fous. Et aujourd'hui, ce monde-là, parce qu'il voit de l'argent ici, se dit « Ouh là là, il faut que j'y aille ». Ça ne va pas se passer comme ça. Nous, quand on était là à acheter des images et que tout le monde se moquait de nous, nous, quand on était là et qu'on était en train de parler d'amour et que tout le monde se moquait de nous, on a travaillé entre nous et on a fait grossir par en bas les choses. Donc, quelqu'un qui va venir aujourd'hui avec des gros moyens, on ne va pas le laisser rentrer.
Tant qu'il n'est pas là avec nos valeurs à nous, il ne rentrera pas. Tu viens, tu dire. signes un contrat. Le contrat que tu signes avec nous, c'est que tu es là pour créer de la valeur pour les gens. Si tu n'es pas là pour créer de la valeur et de l'amour, tu n'as pas ta place. Et on ne t'aidera pas. Tu feras ce que tu faisais dans le monde d'avant et tu ne vas pas y arriver. Donc on est en train de barricader. Donc on essaye de créer un monde qui est basé sur plus d'amour. C'est vraiment, il faut être vraiment très pur d'esprit. Je pense qu'il faut avoir une ambition. Être ambitieux, pur d'esprit, être quoi aussi? Non, communautaire, il faut avoir envie de partager avec les autres, il faut avoir envie de parler avec les autres. Aujourd'hui, Ouais. tu sais, tu as des gens qui me disent « Pourquoi tu n'as pas vendu ?» Pourquoi, quand tu achètes un asset à 1 000 $ ou à 500 $ ou à 300 $ qui fait 150 000 $, pourquoi tu ne vends pas? Pourquoi tu t'achètes pas une nouvelle voiture? Parce que tu sais que ça va Pourquoi faire tu encore t'achètes plus pas après. une plus grande maison? Il y a 2 réponses. Un, c'est que je sais que ça va faire plus. Première chose. Ou alors que Ou je me suis convaincu moi-même que ça fera plus. Mais la réalité, c'est que tu es bien comme ça, tu n'as pas besoin de plus. mais c'est que la communauté dans laquelle je vis Ouais. à travers cette collection-là, les gens avec qui je parle, mais je peux fabriquer des nouvelles choses avec ces gens-là qui feront beaucoup plus que même cet asset-là. Je vois. J'ai accès à un réseau de personnes qui sont like-minded, comme on dit en anglais, qui ont le même état d'esprit et qui ont les mêmes ambitions. Donc en fait, pourquoi est-ce que je vais vendre mon ticket de loterie, en fait, à avoir accès à de l'intelligence et de l'empathie et de l'amour? Je ne vais pas le vendre parce qu'à travers cette empathie, cette ambition, cet amour, cette connexion, je vais pouvoir créer d'autres choses qui auront un autre impact. Donc c'est un ticket d'entrée dans un club. Tout le monde est le bienvenu. On veut le maximum de personnes. Ouais. Tout le monde peut rentrer, à la seule condition qu'il accepte les règles d'entrée, Qui sont? qui sont connexion, amour, partage, bienveillance. Il y a des voleurs, des tricheurs, des menteurs dans notre communauté, Mais c'est ça, comme dans le monde qui existe. Mais nous, notre travail, Mais comment est-ce que tu vas savoir? Comment est-ce que vous, votre communauté, va savoir justement qu'ils on sont arrive fiables? Mais bien entendu, aujourd'hui, tu as un compte qui s'appelle, je crois que ça s'appelle NFT Ethics. Donc, tu as Ok. des gens aujourd'hui qui ont décidé de faire les policiers, qui ont décidé de pointer du doigt les mauvais, et ils prennent de leur temps, de leur énergie, à chercher les mauvais et à les pointer du doigt. Tu as des gens comme moi qui aujourd'hui pourraient très bien se dire « j'arrête tout et je sirote des cocktails de noix de coco à la plage » ou qui se disent « je vais passer du temps sur les réseaux sociaux et toute personne qui aura besoin de mon aide, je serai là pour elle » et qui se disent « qu'est-ce que je peux construire? Qu'est-ce que je peux fabriquer? Quels acteurs je peux faire rentrer? Quels acteurs… Voilà, on avait des discussions avec la Croix-Rouge. Comment est-ce qu'on peut emmener la Croix-Rouge dans la métaverse C'est bien à travers ça. les NFT et les aider à remodeler leur manière de recevoir des fonds et le rendre plus transparent. Je travaillais comme je te le disais au début, avec les Nations Unies, avec la coopération américaine. Ils vont rentrer. Ils auront leurs NFT. Ils mettront du temps. C'est normal. C'est des structures lourdes. C'est des structures qui doivent tenir de bout en bout l'information. Oui, Mais ils vont à finir par rentrer. comprendre. Parce que la transparence est là. Aujourd'hui, quelqu'un qui envoie 3 Ethers sur un portefeuille. Donc 3 Ethers, c'est la crypto. C'est une des cryptos qu'on utilise, mais disons l'Ethereum, envoie 3 Ethers sur un portefeuille, et ce portefeuille est censé donner à l'association Croix-Rouge ou Resto du Cœur, okay, qui ont le portefeuille Z. Toi, tu peux suivre que ton argent, il est rentré dans A, parti dans Z. Tu le vois. Personne ne peut te mentir. Tu sais que tu as donné à cette passerelle-là, qui a donné à cette passerelle-là. Et demain, on pourra même te montrer que ton asset a permis de créer cette école-là dans ce pays-là. La transparence. On veut vivre dans un monde transparent. On ne veut pas vivre dans un monde où est-ce que quand la banque, elle collapse, elle dit « Désolé, ça n'a pas marché. Désolé, le cours de l'or a baissé. Désolé, il y a eu la guerre ici. On a dû taper dans votre portefeuille. On ne sait pas où est l'argent. » On ne veut pas se retrouver dans ce monde-là. On veut créer la possibilité d'un mieux. Voilà. Ma toute dernière question, Nizar, pour toi. Parce que je pense qu'on va faire épisode 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va continuer. Donc, ma toute dernière question donc, est plus sur ta vision de ce nouveau monde, de l'Internet, justement, que l'on qualifie de nos jours Internet 2.0, 3.0. Web 3. C'est le web, on est déjà au Web 3. La terminologie, c'est Web 3. Web 3, les blockchains, FNT, la métaverse, etc. Que se cache-t-il d'autre et à quoi peut-on s'attendre d'ici 5 ans? Ok. Je suis très content que tu me poses cette question. Merci. Et je suis très content de finir sur cette question. Ok. J'étais hier avec une des
avec la plus grosse communauté NFT de Dubaï et de la région. Il crée ce qu'on appelle un DAO, Decentralized Autonomous Organization, donc une organisation décentralisée et autonome. Ça s'appelle Arts DAO. Je te les présenterai et je serai très content que tu puisses les rencontrer. Merci. Et le founder qui est devenu un ami en vrai, c'était un ami virtuel, c'est devenu un ami en vrai, me pose la question et me dit c'est quoi ton rêve? Okay. J'ai répondu, j'ai essayé de lui expliquer. J'ai dit avec le Covid et la pandémie, j'ai eu la profonde sensation qu'une énergie m'avait pris ce que je considère comme étant mon droit inaliénable en tant qu'individu, être humain, énergie, de rêver. Qu'on m'avait enlevé cette capacité-là. Que quelqu'un me l'avait prise ou que quelqu'un me l'a barricadée. Les NFT, avec ce que la technologie peut offrir, avec la liberté financière aussi que tu peux avoir en ayant fait des bons investissements, mais surtout avec où tu peux te projeter, j'ai eu la sensation d'avoir recouvert cette capacité de rêver. Et je lui ai expliqué comme ça, et j'ai dit, si je devais avoir un rêve, ce serait celui de participer à un mouvement et apporter ma pierre à l'édifice en créant des passerelles qui donneront la possibilité à toute personne qui entre dans cette passerelle-là de rêver. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans 5 ans? Ça dépendra de ce qu'on rêve. Donc, si on a avec nous des gens qui rêvent au bien, au bon, comme aujourd'hui ce qui se passe, c'est-à-dire que hier, on a un projet qui nous a été présenté, qui est quelqu'un qui veut utiliser la métaverse, qui est ce fameux monde 3D virtuel qu'on vend comme étant le monde de demain, et qui dit comment est-ce qu'on pourrait, à travers des masques, donner la capacité à un orphelin de rencontrer l'amour d'un parent ou d'un grand-père, en ayant à côté de lui quelqu'un qui partagerait avec lui l'amour en virtuel parce qu'il n'a pas eu ça. Donc ça, c'est quelqu'un qui s'est assis et qui a rêvé à faire ça. Donc nous, notre travail aujourd'hui, c'est d'aider les gens à rêver, et on créera le monde du rêve de tout le monde. Aujourd'hui, on vit dans le rêve d'une élite. On vit dans le rêve que de 3, 4, 5, 10, 15, 20 personnes. J'aimerais qu'on puisse vivre, si possible, dans le rêve de tout le monde. Voilà. C'est magnifique ce que tu dis, Nizar. Sur ces belles paroles, moi, je vais clôturer le podcast avec toi. Merci beaucoup. Si des personnes ont besoin de te contacter, est-ce qu'elles te contactent exclusivement par Twitter ou quoi? Tu me donneras donc tes coordonnées pour que je puisse les mettre. J'ai LinkedIn pour voir ce que j'ai fait. Tu me donneras tes comptes. Mais Twitter, c'est le mieux parce que c'est là où l'énergie tourne dans la bonne direction. Super. Voilà. Écoutez, moi je te remercie encore une fois énormément. Merci. J'espère que les explications de Nizar ont été plus claires un petit peu et que le monde des NFT sont plus simples pour vous, comme pour moi. Et je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode French Stuff. Salut!